Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Les finales NBA, c'est donc fini, les playoffs aussi. Alors on va prendre un peu de recul sur les derniers événements et analyser les conséquences et surtout les dernières questions qui restent après ces dernières semaines à Orlando. Pour ce faire, j'ai avec moi deux hommes qui ont déjà eu la patience d'attendre après tous mes problèmes techniques avant de commencer. Puis j'ai aussi deux fans, alors je suis désolé de leur rappeler, de franchises qui n'ont pas joué justement ces mêmes playoffs. Tom, tout d'abord, comment ça va? Tom, tu étais tout prêt, toi. Tu étais tout prêt de les jouer. Ouais, j'étais tout prêt, mais bon, j'ai fait la bulle au moins moi. Je crois que ça s'adresse à Ilias et ses Pistons qui ne se sont pas déplacés du côté d'Orlando. Comment ça va, Ilias? Bah écoute, plutôt pas mal, et je suis pas mécontent qu'on en soit loin finalement, parce que comme j'ai pu vous le répéter à plusieurs reprises, j'en avais marre un petit peu d'avoir ce que l'on appelle la place du con, donc autant partir de très loin pour mieux reconstruire. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, on va pas trop parler reconstruction, quoique, avec les sujets qu'on va aborder. Comme je vous l'ai dit, on va donc répondre à quelques questions en rapport à ces playoffs. Avant de commencer, vous connaissez la chanson, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur Twitter. On s'était donné l'objectif pendant les finales de 2000, il a été atteint, on vous remercie. Alors on s'est donné l'objectif de 3000 avant la draft. C'est possible, alors on est aidé, il faut l'avouer, par le concours qu'on mène actuellement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on offre à tous ceux qui retweetent un de nos messages sur Twitter, donc de repartir avec le maillot NBA de leur choix. Donc si ce n'est pas encore fait, ou si vous n'avez pas de compte Twitter, faites-le. Je préfère honnêtement que ça arrive chez un de nos auditeurs chéris que chez ces personnes que je déteste, qui sont ces personnes qui retweetent absolument tous les concours sur Twitter. Je préfère que ça arrive à un de nos fans. Et puis comme d'habitude, on vous invite aussi à nous suivre sur les plateformes. Vous écoutez notre podcast ou sur YouTube, puisque je vois que de plus en plus d'entre vous nous écoutent aussi sur YouTube. On marque la petite pause habituelle, puis on parle ensuite ensemble, Ilias, Tom et moi-même, des conséquences pour ces playoffs. Parlons peut-être de ces playoffs en eux-mêmes. Je sais que Tom, alors t'as fait un petit lobby pendant ces dernières semaines pour qu'on discute de la différence entre le jeu en saison régulière et le jeu en playoff. Alors plutôt que de te poser une question un peu classique, je vais te demander tout simplement pourquoi selon toi c'est vraiment important de parler de cette différence qui serait selon toi croissante en NBA. Ben, je pense que ça aussi, on aura l'occasion de le voir du coup dans le DH20. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui t'amènent un certain niveau, où par exemple en saison régulière, tu vas plus essayer d'avoir un niveau plancher haut pour entre guillemets te défaire entre guillemets des cancres de la ligue pour engranger les victoires. En playoff, on va vraiment s'attarder sur ton potentiel maximum et jusqu'où tu peux aller avec ton meilleur 5. Et là où je dirais qu'il y a une différence qui est accrue, alors il y a sur le côté défensif, on voit que par exemple en saison régulière, il y a beaucoup de couverture en drop, les équipes prennent une couverture en drop classique pour la majorité des équipes, qui est un schéma de jeu où l'intérieur va carrément dissuader toute pénétration vers le cercle. Alors il va pas rester à attendre au cercle, mais c'est par exemple sur le pick and roll, le joueur au lieu de poursuivre et de edge, c'est-à-dire d'anticiper un peu le déplacement pour gêner la progression du poseur du manieur de ballon, va du coup redescendre au niveau de la raquette, quoi, dans l'axe panier pour gêner les pénétrations. Donc c'est le système défensif qu'utilise Milwaukee, et on a vu que voilà, par exemple, ce qui a fait la différence là, on a vu beaucoup de zones, on a vu des box and one, on a vu du edge aussi avec Jokic, avec Anthony Davis. Donc on voit que ce système-là, c'est quelque chose dont les équipes devront s'éloigner, puisque c'est un système qui, par définition, va donner des opportunités en pull-up, en play-off à des joueurs, sauf que les joueurs qui prennent les pull-up en play-off, ils ont pas le même niveau que les joueurs, que le niveau du joueur moyen qui prend le pull-up en saison régulière. Donc ça, on a vu que pour moi, c'est déjà un facteur majeur. Autre chose, on a vu des All-Stars qui sont passés à côté de ces play-offs parce que le schéma défensif était trop puissant pour eux. Enfin, c'est là où par exemple en playoff tu vas t'en sortir par exemple avec un Kemba Walker, un Pascal Siakam en premier ball handler de ton équipe. Ben là ça a été beaucoup plus difficile parce que ce sont des joueurs qui ont été mis en difficulté. On a pu le voir. Donc je pense qu'il y a vraiment un delta, un écart qui se creuse, puisque on arrive sur des moments en playoff où des All-Stars
sont quasiment injouables. C'est quoi ton avis sur ça, Ilias? Moi, j'avoue, je vais peut-être réagir en dernier, mais je pense que c'est aussi parce qu'on a de plus en plus certaines équipes. Je pense aux équipes de Budenholzer, parce que je veux rapprocher un peu le destin des Bucks et des Hawks. On a aussi de plus en plus des équipes qui se s'arc-boutent sur une philosophie et qui sont devenues totalement incapables de s'adapter et qui sont capables de gagner que d'une façon. C'est ça. Bah, en fait, les playoffs, c'est un juge de paix en fait à pas mal de niveaux. Il y a 3 facteurs en fait qui sont totalement en fait impactés par l'arrivée des playoffs tous les ans. C'est déjà la première des choses concernant toutes les équipes qui s'y engagent. C'est donc on va dire tout ce qui peut être attrait au système défensif et offensif. On voit que tout ce qui peut être plus ou moins bien huilé en attaque pendant les playoffs pour telle équipe ou telle équipe, c'est-à-dire là dans le cas des Bucks comme on vient d'en parler, ça peut tout de suite être enrayé justement par un deuxième élément qui est justement l'ajustement défensif des équipes et un autre facteur qui est celui aussi de l'arbitrage qui est beaucoup moins enclin à siffler et qui donc permet, on va dire, à certaines stars, à certaines équipes de moins donner la plénitude qui semblait donner pendant la saison régulière. Et donc ça c'est justement quelque chose qu'on peut remarquer en fait pas forcément cette année, en fait c'est de tout temps. Dès l'entrée des playoffs, on va dire que c'est quelque chose qui se remarque assez rapidement. Et ça a aussi une grosse conséquence, on va dire, sur le temps de jeu, que ce soit des stars ou des joueurs, on va dire lambda, sachant que les stars sont amenés à beaucoup plus jouer et en fonction, on va dire, de leur prédisposition d'exceller ou non. On l'a vu avec pas mal de joueurs lors des playoffs de cette bulle. Et aussi un autre aspect, celui de joueurs, on va dire, moyens, voire quasiment lambda, qui ne sont amenés à jouer que des garbage time ou pas du tout. Totalement. Parce que selon toi, Tom, moi je trouve que pour revenir un peu sur ce que tu as dit sur notamment les défenses des Bucks ou de certaines équipes, c'est vraiment qu'on voit que ces équipes-là dominent, tu l'as dit, les petites équipes pendant la saison régulière avec une stratégie, mais qu'elles sont pas capables de s'adapter. Et là où dit Ilias, ce que dit Ilias pour rebondir sur ça, c'est qu'en plus c'est un juge de paix pour le niveau intrinsèque des joueurs. Et le fait est que certaines de ces équipes, je pense toujours aux Bucks, le système va peut-être améliorer leur niveau, leur meilleur niveau en saison régulière, mais en playoff ça marche plus ça. Je pense que c'est plus que leur système va plus, entre guillemets, nuire aux équipes qui vont affronter. Ce système défensif va plus nuire aux équipes qui vont affronter en saison régulière, qui va le faire face à des équipes en play-off, puisque les qualités des joueurs de ces différents effectifs ne sont pas les mêmes. Et en fait, tu vois, on le voit, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais sur la notion de pull-up, il y a aussi toute la flexibilité. En fait, ces play-offs-là ont montré que encore plus aujourd'hui, la mobilité défensive est plus importante que simplement la taille. Totalement. Et là, par exemple, en saison régulière, tu vas plus t'appliquer pour baisser les forces de ton adversaire. En fait, ce que tu vas faire en playoff, c'est que tu vas essayer d'augmenter et de maximiser tes forces en réduisant tes faiblesses. Je vois. Après, est-ce qu'il n'y a pas, peut-être, les gars aussi, le fait qu'en saison régulière par rapport aux playoffs aussi, la saison régulière, on voit que pour certaines équipes, ça ne revêt plus la même importance que pour d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines équipes jouent, on l'a clairement vu, bon, ça leur a pas réussi, mais dans le cas des Clippers, que certaines équipes calculent pendant la saison régulière en fait et ne montrent pas toutes leurs cartes. Là où peut-être que sur une saison régulière où elles jouent leur vrai niveau, je pense au Heat, le Heat joue sur le niveau de sa saison de ses playoffs pendant toute la saison régulière, ils ont un bilan au-dessus des 60. C'est ça, tout le monde n'est pas à fond. Totalement. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ? J'attendais de voir de quel côté Tom allait nous amener, et je pense vraiment que oui, il y a d'un côté des équipes peut-être trop dogmatiques, des stratégies qui ne marchent plus, et des équipes qui ne jouent pas à fond. Après, c'est sûr que si on bascule plutôt sur les cas individuels, il y a des joueurs dont le jeu paraît de moins en moins adapté. Tu dois certainement peut-être penser à Giannis quand tu dis ça, mais tout à l'heure Tom parlait
la notion de pull-up qui est extrêmement importante. On a vu que ces dernières années, la plupart des joueurs qui ont dominé les playoffs, qui sont allés au bout, qui ont, on va dire, mené leur équipe au titre, avaient cette capacité à pull-up. Et on va dire que ça reste quand même des qualités d'ensemble à avoir, sachant que on sait que James Harden, par exemple, a cette capacité à tirer extérieur, mais on va dire manque de l'arsenal, on va dire complémentaire à ce pull-up pour pouvoir exceller on va dire pendant les campagnes de play-off. Donc on va dire que ça reste un ensemble, même si on voit que pour certains joueurs ça a été rédhibitoire, et c'est par exemple des axes de progression à travailler pour des joueurs comme Giannis encore, ou encore des joueurs comme Ben Simmons. Ouais, donc on le voit clairement. Et après, enfin, pour vraiment montrer le distinguo entre, par exemple, les playoffs et la saison régulière qui se creuse, hein, là où peut-être avoir James Harden te permet d'avoir une attaque top 10 et avoir Rudy Gobert te permet d'avoir une défense top 10 en saison régulière, en playoff, c'est pas la même chanson. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de marquant qui montre la différence entre les deux styles de jeu. Totalement. Même si on y reviendra, ça c'est un débat qu'on aura peut-être dans le DH20, notre classement des 20 meilleurs joueurs. Je pense aussi que par rapport au cas Rudy Gobert, il y a aussi la polyvalence défensive qui en playoff est plus importante que le fait d'être élite dans un domaine. On le verra. Clairement. Ouais. On va peut-être enchaîner alors avec quelque chose. Si vous suivez Twitter, NBA Twitter, mais le francophone, je pense que les prochaines minutes vont vous paraître paranormales, parce qu'on va parler des Clippers et de Tyronn Lue. Et alors la question qui va nous driver, c'est le problème des Clippers. Est-ce que c'était vraiment le coaching, puisqu'on n'a pas vraiment réagi au départ de Doc Rivers. Mais Tom, je vais me recommencer vers toi avant de basculer vers Ilias. Nous, on va pas le défendre, mais en fait, on comprend cette embauche. Bah oui, le front office des Clippers, c'est quand même un front office qui est respecté. Les gars font pas n'importe quoi. Tu peux pas, la façon dont l'annonce a été accueillie, c'est genre, les Clippers, ils avaient 50 000 choix, et ils ont fait le plus mauvais. Genre, ils avaient plein de choix, ils ont fait le plus mauvais. Les gars ont quand même pris le temps de faire des entretiens, ce sont des personnes sérieuses, elles sont à l'intérieur, elles voient ce qui s'est passé, elles ont vu ce qui s'est passé, elles ont vu ce qui a manqué à cette équipe des Clippers, et du coup, pour moi, l'embauche de Tyronn Lue, surtout le côté, c'est pas, on va dire que Tyronn Lue, c'est pas un coach innovant, mais c'est un coach qui a su s'adapter à des match-ups, sachant que, par exemple, tu vois, Doc Rivers, ce qu'il a tué, c'est d'avoir trop fait confiance à certains joueurs. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, avec Tyronn Lue, je pense que c'est quelque chose qui sera peut-être différent, puisqu'on l'a vu une fois on l'a vu quand il était à Cleveland, par exemple, il a su, un peu recentrer les choses et, je sais pas comment dire ça en français, mais, c'est embêtant, Tom, dans un podcast. Donc en fait que chaque joueur soit accountable de ce qu'il doit, que chaque joueur soit responsable, je sais pas comment traduire ça. Ah, tu veux que chaque joueur soit qui fasse face à ses responsabilités, en fait. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Responsabiliser, le verbe en France. Voilà, responsabiliser et que chacun soit conscient qu'il a son rôle à jouer, qu'il a sa responsabilité. Là où, par exemple, il a demandé à LeBron James de se remettre en meilleures conditions. Il a pas eu, on se souvient, par exemple, dans la série contre les Pacers, par exemple, où, il y a le banc qui fonctionne bien, il se prive de Kyrie et Kevin Love, il finit avec Channing Frye, Richard Jefferson, et les mecs reviennent, quoi. Tu vois, donc, je pense que on est allé trop, je pense que Tyronn Lue, on est allé trop dans un sens, parce que c'est pas un tacticien hors pair, mais sauf que les tacticiens hors pair, il y en a quoi? Il y en a peut-être 10 dans la ligue. C'est pas Jim Boylan, quoi. Ilias, ton avis là-dessus, est-ce que, avant de revenir peut-être sur l'impact, est-ce que tu es d'accord avec ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire Tyronn Lue, on lui tombe beaucoup dessus. Je précise bien de ce côté de l'Atlantique, parce que aux États-Unis, c'est un peu différent. Alors moi, j'aime pas trop cette signature parce qu'en fait, elle n'a pas de sens quand tu la mets en fait sur la ligne du renvoi de Doc Rivers. La plupart des analyses qu'on peut entendre au sujet de la signature de Tyronn Lue, c'est-à-dire que c'est à chaque fois c'est une bonne signature parce que c'est un bon gestionnaire d'hommes et c'est quelqu'un qui a su encadrer LeBron. C'est-à-dire que c'est son seul fait d'armes. Donc en gros,
vire Doc Rivers tout simplement pour aller récupérer, je sais que ça va être un terme un petit peu dur ce que je vais prononcer, mais pour aller récupérer une nounou, pour aller en fait essayer de tenir, on va dire, en place la garderie Clippers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de révolution, alors que si c'était juste une question de gestion d'hommes, autant garder Doc Rivers et poursuivre, on va dire, et essayer de se servir justement de la désillusion de cette année pour repartir plus fort l'année d'après. Là, en fait, j'ai juste l'impression qu'on va chercher un peu son fils spirituel en essayant de repartir sur quelque chose de similaire à ce qu'on a vu cette année, sans essayer de proposer quelque chose qui, sur le plan du jeu, que ce soit d'un côté ou l'autre du terrain, sera fondamentalement révolutionnaire par rapport à ce qu'on a vu cette saison. Donc moi, personnellement, je me pose des questions par rapport à tout ça et je suis pas vraiment sûr de ce choix-là. Alors, en fait, je suis d'accord avec vous deux. C'est vrai que si on part du principe que la personne virée, ou en tout cas écartée avant, c'est Doc Rivers, c'est vrai qu'on réinvente pas la roue du côté des Clippers avec ce choix-là. Après, il faut pas oublier que le choix d'écarter Doc Rivers, ça vient d'en haut. Visiblement, de tout ce qu'on a appris, c'est un choix du propriétaire Steve Ballmer de l'écarter. Et je pense aussi que ça peut se défendre parce que on voit bien ces derniers jours qu'on a appris du côté des Clippers qu'il y a eu un truc qui s'est peut-être cassé et que certains des anciens, entre guillemets, n'appréciaient pas les passes droits d'un Kawhi ou d'un Paul George. Et en l'occurrence, ces anciens-là ont peut-être que le message a été cassé avec Doc Rivers, parce qu'il faut se souvenir que ces anciens-là, il y a 18 mois, ils sortent d'une saison où ils font un run pas possible, ils arrivent à la 8e place, et il y a un peu cet esprit de corps qui s'est créé, là où ça s'est peut-être cassé avec les privilèges qui ont été donnés, entre guillemets, à un Kawhi et un Paul George. La question n'est pas de savoir si c'est justifié ou pas, la question c'est plutôt la réaction que ça a eu. Et là où un Tyronn Lue, déjà il y a l'aspect, je pense, capacité à parler avec les joueurs qui est très important. Il faut quand même arrêter. Il y a un moment où Tyronn Lue, il aurait dû signer aux Lakers l'année dernière. C'est les détails qui n'ont pas marché. Il était parmi les favoris, il était dans le dernier tour pour le poste des Pélicans, et il y a plusieurs joueurs qui faisaient le forcing du côté de Houston. Donc il faut quand même, au bout d'un moment, alors soit on pense que nous on détient la vérité, soit on se dit peut-être que les joueurs ont un truc. Alors on peut lire à droite à gauche, les joueurs sont pas rationnels, peut-être, mais en l'occurrence, si ils n'adhèrent pas au discours du coach, demander à un Adrien du côté des Bulls, ça peut vite fait tourner à la catastrophe. Donc oui, c'est peut-être pas, ça change pas, ça révolutionne pas les choses, mais je pense pas que les Clippers avaient besoin d'un tacticien, comme l'a dit Tom. Ouais, c'est ça. Enfin, après, on va voir. Hein. On sait que Tyronn Lue, c'est quelqu'un qui a aussi eu des soucis quand il est passé aux Cavs. Hein. Il a eu des problèmes d'anxiété. Il a dû quitter son poste de coach quelque temps. Donc, on va voir comment il va pouvoir tenir la pression. Après, quelque chose qui était intéressant que j'ai pu voir dans un article de The Athletic écrit par Jovan Bua, qui est le beat writer entre guillemets des Clippers. En fait, sur la partie que Tyronn Lue, il était là, il a vu ce qui s'est passé, il a vu quand la fracture a eu lieu, et il comprend, et il a peut-être des solutions que quelqu'un qu'une nouvelle personne qui arrive n'aura pas l'antécédent. Donc elle va peut-être prendre plus de temps pour s'ajuster, ou elle va peut-être regarder uniquement les choses côté terrain, sauf que c'est quelque chose hors terrain qui s'est cassé, et elle aura pas le feeling parce qu'elle aura pas le vécu et le vu. Totalement. Et moi, il y a une question, les gars, qui m'intéresse toujours. Je vais te la poser, Ilias. C'est quand je vois cette différence totale entre le traitement du côté de ce côté de l'Atlantique et aux États-Unis, je me dis toujours, nous, on a un biais européen à cause du basket européen qui veut que le coach soit un espèce de tacticien, un Napoléon, un général, etc. Là où je pense qu'aux États-Unis, on a peut-être beaucoup plus intégré le côté meneur d'hommes. Parce qu'en l'occurrence, sans manquer de respect à Frank Vogel, je pense pas que ça soit un des 5 meilleurs coachs de la NBA. Spoelstra l'est. Ouais, mais en l'occurrence, les Lakers avaient plus besoin d'une nounou, pour reprendre un peu, sans manquer de respect, pour reprendre ta terminologie, que d'un vrai tacticien. Il y a autre chose. Au-delà du côté meneur d'hommes, aux États-Unis, ce qui importe le plus, c'est le résultat. Et en fait, peu importe la manière dont ça s'est fait, le contexte ou les conditions, ce qui est couché sur le CV de Tyronn Lue, c'est qu'il a été champion en 2016.
ce simple fait, on va dire, ce simple fait d'arme pour lui, le propulse immédiatement, on va dire, dans la catégorie des coachs qui trouveront toujours un poste en NBA. Moi, je mettrais un petit peu justement cette signature de Tyronn Lue aux Clippers, qui est quand même de très loin un des top 3 effectifs de la ligue, si ce n'était pas le meilleur avant la fin de cette saison. Je la mettrais en corrélation justement avec la signature d'un autre coach qui s'était fait un nom grâce à LeBron James. Je sais que en ce moment c'est un peu la LeBron mania et qu'on est un peu servi à toutes les sauces, mais enfin je sais pas ce que vous en penserez, mais je la mettrais un petit peu en corrélation avec la signature de Mike Brown aux Lakers au début des années 2010. Faut pas oublier que ce coach qui est extrêmement limité, dont personne n'avait plus ou moins entendu parler, si ce n'est en tant qu'assistant des Spurs avant son passage à Cleveland. LeBron James en a fait le coach de l'année lors de son passage à Cleveland. Il a fait une finale NBA à ses côtés. Il a gagné 2 fois plus de 60 matchs. Et peu de temps après avoir été remplacé par Byron Scott chez les Cavs, il a trouvé un poste dans justement la franchise la plus mythique de la NBA avec les Celtics. Donc là, pourquoi ? Parce que les Lakers. Voilà, les Lakers, pardon. Et donc, oh là là, ce lapsus. Excusez-moi. Donc, et voilà, enfin moi, c'est surtout en ça. Enfin, pour l'instant, Tyronn Lue vit encore, un petit peu comme Mike Brown à l'époque, beaucoup sur son passage aux Cavs. Maintenant, à voir, et on sait que le passage de Mike Brown aux Lakers, ça a été, on va dire, quasiment fatal. Donc je pense que désormais Tyronn Lue a une vraie pression parce qu'en plus de disposer d'un excellent effectif, il est dans une posture où les Clippers n'ont pas d'autre choix que de gagner cette année. Après, pour me rappeler, personne s'est battu pour avoir Mike Brown. Hein. Ouais, là, mais les gens ils l'ont quand même pris. Là, Tyronn Lue, il était vraiment courtisé. Il était finaliste dans 3 franchises qui avaient de forts objectifs. Hein, alors peut-être que moi je le vois beaucoup trop bas par rapport à ce qu'il n'est, mais moi, personnellement, c'est pas le fait qu'il prenne le poste de head coach aux Clippers mais c'est qu'il remplace Doc Rivers, tu vois. Voilà, pas vraiment... c'est le fait que les offres pleuvent en fait. C'est la multiplicité des offres et des propositions qui lui sont adressées, moi, qui me choque un peu. Je pense vraiment que c'est le poids des joueurs. Effectivement. Vas-y Tom, mais pour moi c'est vraiment le poids des joueurs. Parce que Rivers, tu vois, ce qu'il lui est reproché vraiment, c'est d'avoir trop joué Montrezl Harrell et Lou Williams, alors qu'il avait d'autres solutions. Globalement c'est ça. Hein. Il s'est entêté avec les joueurs en qui il avait confiance, sauf que les joueurs en qui il avait confiance, ne lui ont pas rendu puisqu'ils étaient pas bons lors des playoffs dans la bulle. Et le problème avec ça, c'est que, tu vois, là il s'est fait brûler une fois, Rivers. Il y a des chances qu'il aurait poursuivi exactement la même chose. Et avec Lou, peut-être qu'ils se disent que... Enfin, tu vois, je pense que c'est difficile de changer la façon... Enfin, quand t'es coach, hein, je pense que c'est difficile de changer une année sur l'autre la façon dont tu vois un joueur par rapport à tes objectifs. Tu vois, tu peux pas avoir confiance en un mec tout le temps. Et puis, on arrive à l'intersaison et tu lui dis, cette année, j'ai besoin de toi 15 minutes, tu vois. Mais bon, moi, je suis obligé de vous relancer et de vous demander, mais qu'est-ce que Tyronn Lue va fondamentalement changer en rapport à ce que Doc Rivers proposait déjà, sachant que le problème des Clippers aussi, c'est vrai que c'est un problème d'union aussi. On a vu que par moments ils étaient vraiment pas soudés malgré tout ce qu'ils pouvaient dire. Ils avaient qu'une seule capacité à aller dans le même sens, c'était de rigoler et de chambrer les autres. Donc je pense qu'il va falloir un petit peu recadrer tout ça et voir un petit peu ce qu'ils vont proposer cette année. Mais après, quid un petit peu de l'effectif et de ceux qui vont rester ou arriver. Ça va aussi beaucoup dépendre de ce que va pouvoir, de ce dont va pouvoir disposer Tyronn Lue, sachant que même si l'effectif cette année était très fort, on pouvait aussi quand même cibler à certains endroits du terrain certaines faiblesses qui étaient quasi rédhibitoires dans la série face à Denver. Et moi par rapport à ça, peut-être avant qu'on avance, je maintiendrai juste le fait que, comme tu l'as dit, Ilias, ça reste un des 2-3 meilleurs effectifs NBA. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est pas l'effectif parfait, il n'existe pas, mais ça reste une formidable machine qui est... Alors, je vais pas réécrire l'histoire, mais ils sont à un match d'être compétents, je mets pas la barre très haut, compétents d'être en finale de conf à l'Ouest. C'est-à-dire alors qu'ils ont rien produit.
alors qu'ils ont rien produit. Donc peut-être que juste changer le message, changer le messager, ça va peut-être suffire. En fait, je pense que là où moi et Tom, on est sur la même longueur d'onde, c'est que selon nous, cette équipe-là, c'est plus au niveau du vécu qu'elle a besoin d'un changement que stratégiquement. Parce que stratégiquement, gagner une finale NBA, c'est pas gagner l'Euroleague. Après, tu vois, je pense que là où il peut apporter quelque chose que Doc Rivers n'a pas pu faire ou n'a pas su faire, je pense qu'il est faire des choix. Ben en parlait souvent, c'est le côté, parfois quand t'as trop de choix, tu sais pas quoi faire et au final tu fais rien. Et je pense que Tyronn Lue, je pense que c'est un gars qui peut quand même, on l'a vu quand il était avec les Cavs, il a su trancher dans le vif. Il met Jeff Green à un moment. Faut se souvenir, c'est lui qui... Ouais. Il a pas le choix de mettre Jeff Green. C'est en 2018, les copains. Enfin, il y a personne d'autre à mettre sur non, mais c'est loin d'être acquis de mettre Jeff Green. De changer sur du two switch en 2016, c'est lui aussi. Moi, en fait, on aime bien LeBron ici, mais moi, j'en ai ras-le-bol que dès que LeBron gagne un titre, c'est lui. Quand il perd, c'est le coach ou c'est les mecs à côté. Enfin, 2016, il fait des choix forts dans la série à un moment. Il faut quand même le reconnaître. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est une espèce de centralisation totale de la réussite que je déteste totalement. Enfin, c'est... Non. M'énerve. En l'occurrence, au début de la série, il switch pas sur tout et ensuite il copie. C'est encore John Ellinger qui le rappelait dans un de ses podcasts. Il copie tout et il switch partout. Et c'est là où la défense des Cavs devient extrêmement compliquée à bouger pour les Warriors. Ça, c'est pas LeBron qui le décide. Ça, c'est Tyronn Lue et son coaching staff. Évidemment que non. Quid du coaching staff, sachant que l'arrivée de Tyronn Lue coïncide aussi avec celle de Chauncey Billups, qui cherche un travail sur un banc NBA ou en tout cas dans les coulisses depuis à peu près 200 ans. Et là, c'est enfin arrivé. Mais attention, respect à Monsieur Big Shot qui a fait grand bien à ma franchise pendant plusieurs années. Mais à voir ce que va donner un petit peu. On va dire cette collaboration, mais moi je reste quand même un petit peu sceptique. Après, ce qui est sûr, c'est que la qualité de l'effectif t'emmènera très facilement en play-off avec l'avantage du terrain. Ça, on peut en être à peu près persuadé. C'est-à-dire que moi, pour pouvoir de toute façon juger Tyronn Lue, je n'attendrai encore qu'une chose, et on vient d'en parler dans la première partie de l'émission, c'est les play-offs. Donc voilà. Moi, je pense que ça servira à rien de basculer dans quelconque débat au sujet de Tyronn Lue tant que les playoffs ne sont pas en vigueur. Clairement, ouais. Et puis il faut voir comment il va choisir son 5 qui finit. C'est ça. Et ce qui prouve là aussi, on parlait, ce qu'il y en avait eu d'après le LA Times, il y avait une dizaine de candidats. Ça prouve aussi que il faut être capable de gérer la pression, parce que et je suis d'accord avec toi, Elias, quand on dit on jugera ce que tu as à faire en playoff, c'est quand même déjà mettre la barre assez haute. L'effectif le permet, mais c'est quand même de base, faut se dire que c'est mettre la barre assez haute. Une équipe qui était habituée à ces playoffs dernièrement, transition, c'est Houston, où il y a eu pas mal de changements ces derniers temps. Donc, on a déjà dit au revoir à Mike D'Antoni, son contrat n'a pas été prolongé. Au revoir aussi à Daryl Morey, qui a décidé de quitter son poste de GM. Il était là, les stats sont incroyables, hein. Il était là depuis 2007. Il a, sur la période, réussi à accumuler un bilan de 61% de victoires. Seuls les Spurs font mieux sur cette période. Aucun bilan négatif pendant sa période en tant que GM, et surtout il est sur la meilleure série de qualification en play-off de suite. Messieurs, est-ce qu'on est en train d'assister dans les bureaux à une petite révolution du côté de Houston qui ne dit pas son nom? La révolution à Houston, elle est arrivée en même temps que le propriétaire, hein. Moi j'ai envie de te dire, hein. Tu peux pas, aujourd'hui en 2020, tu peux pas construire une équipe qui joue le titre avec 2 joueurs au supermax et en refusant de payer la taxe. C'est pas possible. Donc le coaching staff pourra faire tout ce qu'ils veulent, mais ils se battent pas avec les mêmes armes. Tu te bats pas avec les mêmes armes. Donc ça donne un jeu stéréotypé. Après, chapeau à Daryl Morey et à Mike D'Antoni qui sont allés, je pense, pour moi, hein, ils sont allés à peu près à 80-90% de leur philosophie. Pour moi, ils sont pas allés à 100% parce qu'on leur a pas donné
les moyens, par exemple l'utilisation de la mid-level exception ou permettre d'aller dans la taxe pour récupérer des joueurs plus forts que des joueurs repêchés et récupérer au minimum à la Ben McLemore ou Austin Rivers ou des joueurs comme ça, quoi, pour avoir des joueurs un petit peu plus qualitatifs pour mener vraiment à bien leur projet. Mais voilà, c'est avec l'arrivée de Fertitta qui, lui, par rapport à la crise Covid est vraiment en difficulté financière, ça a vraiment mis un coup de glace sur cette franchise, hein, je pense. Totalement. Pour donner un peu de contexte avant de donner la parole à Elias, donc le propriétaire, le nouveau propriétaire, enfin entre guillemets nouveau, est arrivé en 2017 du côté de Houston, Tillman Fertitta. Donc il a investi dans les Rockets, ce qui a été une vente très chère. Alors déjà, à l'époque, sortait le fait qu'il n'aurait peut-être pas les reins assez solides pour acheter. Deux choses qui ont évolué depuis. Alors, une chose qui n'a pas évolué, premièrement, il ne veut pas d'autres personnes qui investissent dans le capital, par pur ego, d'après ce que disaient les journalistes, d'autres personnes qui investissent dans l'équipe. Et surtout, tu l'as dit, Tom, il a construit sa richesse sur les restaurants, les casinos et les hôtels. Autant vous dire qu'en 2020, c'est pas forcément les business les plus rentables. Donc, on est face à un homme qui a peut-être des soucis à vraiment, soucis financiers, même s'il reste milliardaire par rapport à la franchise. Des cash flow, quoi, des soucis de cash flow. Et ce qui explique peut-être certaines décisions. Revenons peut-être sur le terrain, Elias, parce que tu avais, quand on préparait cette émission, tu avais posé une question, toi, sur l'avenir du duo qui est récent, mais qui a quand même qui est soumis à des interrogations. C'est celui qui est composé de James Harden et de Russell Westbrook. Ouais, effectivement, c'était déjà un duo auquel je croyais pas quand ils ont fait ce trade et donc réuni à nouveau le duo Westbrook-Harden. Deux joueurs qui dominent autant la balle, dont le usage est très certainement, ils faisaient partie du top 2. C'était les numéros 1 et 2 en termes de usage ces dernières années. Personnellement, après, il y a... Concernant ce duo, c'est juste la résultante en fait des excès de Daryl Morey en fait, parce qu'en fait il a fait pas mal de bonnes choses, il a tenté énormément de coups. On sait que c'est quelqu'un qui avait toujours quasiment un coup d'avance et qui de toute façon dès l'instant où Houston se faisait éliminer, il était déjà sur sa trade machine à envisager les plus grandes choses et les plus grands mouvements. C'est ce qu'il a fait quasiment tous les ans, mais malheureusement je pense qu'il s'est raté avec ce trade-là. Après, je pense qu'il a été aussi contraint de le faire à cause du manque d'entente entre James Harden et Chris Paul, mais on va dire qu'ils sont passés à côté de quelque chose des Rockets au moment où ils disposaient du quatuor qui était selon moi excellent et qui a failli mettre fin à la domination des Warriors, et donc qui était composé de James Harden, de Chris Paul, de Clint Capella et de Eric Gordon. Là, il en reste 3 de ces joueurs-là, enfin il reste 2 de ces joueurs-là, et malheureusement, ce que j'aime pas, on va dire, dans la démission de Daryl Morey, c'est qu'il part véritablement après avoir essoré tous les assets possibles et imaginables des Rockets. C'est-à-dire que s'il part, c'est parce que justement de son côté et à son niveau, il est plus capable de faire quoi que ce soit, sachant qu'il a zéro flexibilité. Il se retrouve, comme le disait Tom, avec 2 contrats supermax dans son effectif, avec très peu de marge de manœuvre et des pics de draft qui sont un petit peu partout maintenant éparpillés dans la ligue. Donc à voir ce que ça va donner. Est-ce que sa démission va justement entraîner une révolution de l'ordre du transfert de l'un ou de ces 2 joueurs? À voir. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose d'impossible, sachant que moi, en l'état, en tout cas, ces Rockets, je les vois pas faire grand-chose encore plus avec tout ce qui se prépare encore à l'ouest comme Armada. Ouais, il y a juste un truc sur lequel je suis pas d'accord avec toi, Elias, c'est que je pense que le transfert de Westbrook, c'est lui qui le fait, c'est-à-dire que c'est lui qui mécaniquement le met en place, mais je pense que c'est pas lui l'instigateur de ce transfert-là. Puisque Daryl Morey qui est, on parle beaucoup de Morey Ball, hein, l'apôtre du shoot à 3 points et de la finition au cercle. Pour moi, tu vois, Daryl Morey, il a vraiment mis en avant le côté plafond-plancher. Et à aucun moment tu te dis que c'est un GM qui va faire un move pour qu'un joueur de niveau plafond fasse le plancher de son équipe. Et c'est ce qu'il a fait. Les Rockets là, c'était devenu l'équipe de Russell Westbrook. C'était Russell Westbrook qui devait faire la différence pour ajouter de la variance à cette équipe là. Et pour moi, c'est vraiment pas la patte de Morey, quoi.
Mais de toute façon, on le sait en fait. Concrètement, on le sait avant de te redonner la parole, Ilias. C'est prouvé, c'est documenté que c'est le propriétaire qui pensait à l'époque, donc on parle de l'été dernier, pas celui de 2020, celui de 2019, qui pensait que le contrat de Chris Paul était le pire du sport américain, carrément, c'est ça qui est écrit, et que c'est lui qui a demandé d'activer le trade. C'est lui, hein. Enfin, faut pas, c'est documenté ça. Bah après voilà, on y est, hein. Le GM il répond à la politique du propriétaire, simplement. Et on est arrivé à une période où actuellement aujourd'hui je pense que tu as beaucoup plus d'équipes qui seront amenées à trader pour Chris Paul plutôt que pour Russell Westbrook. Ce qui aurait été impensable il y a encore un an. Ça va vite, ça. Ouais. Un petit ouais. Ça va très vite et ça prouve aussi, enfin, on sait que nous, dans notre émission, on aime bien mettre les projecteurs un peu, pointer les projecteurs sur ça, mais faut aussi, des fois, connaître l'organigramme, ça change tout, parce que si tu connais pas toutes ces histoires-là, tu comprends pas peut-être la stratégie de Morey du front office, mais quand tu vois le changement de propriétaire et peut-être, les difficultés depuis. Après, faut pas tout jeter sur le propriétaire, parce que depuis qu'il a, du coup, acheté cette équipe, on est en décembre ou septembre 2017. Alors, il a eu cette épopée en 2018, mais alors depuis, il a l'échange du contrat et l'arrivée de Westbrook, il a les tweets sur Hong Kong de Daryl Morey et il se prend la pandémie. Donc il a pas non plus, depuis qu'il est là, c'est pas 3 années de rêve en tant que propriétaire de Houston. Donc il faut voir, mais messieurs, on est d'accord que Houston, on va peut-être pas encore parler, je lisais ça, de trade de James Harden, mais on va aborder une période peut-être un peu moins glorieuse que ces dernières années, où derrière les Warriors, sur les 5 dernières années, on peut dire que c'est la meilleure équipe à l'Ouest. Après c'est logique, hein. C'est logique, fallait s'y attendre que, enfin, tu peux pas passer aussi près du titre. Ils ont fait all-in, hein, l'année où ils perdent avec les 27 3 points manqués, ils ont fait all-in. Et quand ils se font battre l'an dernier par les Warriors sans Kevin Durant, à la fin là au match 6, bah ça les tue. En fait, leur dernière fenêtre, elle est là, en fait. Ne pas profiter, en fait, de cette aubaine qui est de voir Kevin Durant se blesser, c'est dramatique. Oui, totalement. Et à noter aussi que Daryl Morey, je lisais ça et je trouve ça assez marquant et marrant, c'est que c'est toujours John Hollinger sur The Athletic qui expliquait que, bah oui, Morey, c'était un peu la révolution quand il est arrivé, voilà, un mec très porté données, analytiques, etc. Et que depuis, bah, l'avantage qu'il avait il y a 13 ans, peut-être, il l'a plus maintenant. Parce que toute la ligue s'est adaptée. Voilà, toute la ligue a maintenant des mecs stats avancés, etc. Des mecs qui analysent la data, etc. Donc voilà, il y a peut-être de ça aussi. On va sortir du coup peut-être de la conférence Est ou pas, on va voir un peu plus globalement. Les équipes sur lesquelles on surréagit, c'est une question de Tom, je vais te lancer là-dessus. Non, je vais lancer plutôt Ilias. Je me corrige parce que je sais qu'Ilias, avant qu'on commence à enregistrer, selon toi, il y en avait une et tu nous avais un petit peu mis l'eau à la bouche, tu nous avais dit c'est peut-être pas celle à laquelle vous pensez. Effectivement, et ben moi je pense que parmi ces équipes sur lesquelles on s'est un petit peu enflammé, mais à juste titre pendant la bulle parce qu'ils sont allés en finale, eh bien c'est Miami. Je sais que ils sortent d'une campagne absolument incroyable. D'ailleurs, on pourra pas me taxer de hater, sachant que toi et moi, Ben, on était dans le wagon Miami à essayer position conducteur. Ouais. Voilà, franchement, exactement. On était à l'avant du train. J'avais ma casquette, voilà. Vous mettiez le charbon. Exactement. Donc, voilà, je pense qu'ils ont totalement bénéficié du contexte de la bulle plus que n'importe quelle autre équipe, de par leur style de jeu, de par l'effectif par lequel ils sont composés, et également en fait par leur coach qui leur a permis en fait de vraiment donner leur plénitude. Mais je suis pas sûr, on va dire que avec la saison prochaine qui se profile et le fait que probablement les choses puissent revenir à la normale, même si c'est pas sûr du tout, je suis pas sûr que dans un contexte, on va dire, normal entre guillemets, on puisse les revoir à un niveau comme lequel ils ont atteint pendant la période de cette bulle. Je suis assez d'accord. Je pense que Tom, tu nous avais dit que tu avais une liste de 5 équipes. Je serais étonné de pas voir le Heat dans cette liste. Mais ils y sont pas. Ils y sont pas. Non, ils sont pas. Tom, il veut toujours être à contre-courant.
Ils y sont pas en fait. Moi, j'ai fait juste, tu vois, les équipes. J'ai fait un top 3 des équipes sur lesquelles on surréagit trop négativement et 3 sur lesquelles on surréagit peut-être trop positivement. Alors, je vais te proposer un truc, Tom, en regardant le chrono. Tu vas nous dire tes 3 listes pour chaque et je vais sélectionner celle qui m'intrigue le plus. Ok. Alors, celles sur lesquelles on réagit trop négativement, je dirais Indiana, les Clippers et Utah. Et celles sur lesquelles on surréagit trop positivement, je dirais Toronto, Dallas et les Lakers. Alors, positivement, je comprends les Lakers, je comprends peut-être... Je veux du Toronto et du Utah, s'il vous plaît. Ok. Alors, pour Indiana, je pense qu'on aura eu l'occasion d'en parler bien longtemps. Il se passe beaucoup de choses du côté d'Indiana. Ouais. Alors, du coup, Utah, je pense que on a oublié que cette équipe-là, en face, elle passe à une gamelle de Mike Conley sur un tir à 3 points, d'être peut-être à la place de Denver face aux Clippers, sans avoir eu Bogdanovic. Ça, on oublie souvent qu'ils n'ont pas eu Bogdanovic, ils n'avaient pas de banc. C'est une équipe qui était en difficulté au niveau de ses extérieurs. Alors, certes, ça a été éclipsé par le haut standing et le haut niveau qu'a pu montrer Donovan Mitchell en tant que première option de cette équipe-là. Mais je trouve que on parle déjà il va falloir transférer Rudy Gobert, Mitchell va peut-être signer à New York. Enfin, je trouve que c'est trop surréagir alors que Utah c'est encore une très bonne équipe, je pense. C'est pas une équipe qui va exploser incessamment sous peu, je pense. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis, Tom, mais après, là où je me permets d'avoir une interrogation, c'est au sujet de ces rumeurs ou de ces commentaires qui ont pu être faits. Enfin, personnellement, moi, je sais pas pour toi, Ben, mais j'ai pas entendu tout ça concernant Utah. J'ai pas même le fait qu'ils aient balancé une avance de 3-1, même si sur le coup c'était décevant pour beaucoup de monde, ça a pas été vécu non plus comme le choc des Clippers qui ont vraiment déçu. Là les matchs étaient disputés, on peut pas dire qu'ils se sont fait dessus entre guillemets, donc je suis quand même surpris de voir Utah dans cette liste. Alors, moi, je dois vous avouer qu'avant de commencer cette question, j'avais aussi ma petite liste comme Tom. Puis je me suis dit, on a toujours un petit biais de vouloir mettre des mots dans la bouche de personnes extérieures qu'on aimerait, pour que ça nous arrange. Donc j'ai fait un truc, c'est que j'ai ouvert tous les power rankings de la planète Terre, je pense, sur la NBA. Je me suis dit, ok, j'ai cru aussi que les Clippers ont réagi trop. Le fait est qu'ils sont top 3 dans pratiquement tous les power rankings de tête, à part peut-être celui de The Athletic, où le mec, après Zach Harper, il est pas très bon pour parler de NBA, c'est plutôt un comique. Donc, les Clippers, non. Ensuite, j'ai aussi regardé, t'avais parlé de Philadelphie, Tom. Je me suis dit, Philadelphie, j'ai l'impression qu'on en fait trop. Ils sont toujours entre 7 et 10-12, ce qui est pas honteux selon moi. Utah, pareil. En gros, moi, j'ai l'impression que quand même, globalement, beaucoup de personnes essayent de relativiser ce qui se passe dans la bulle. Ce qui fait que je trouve qu'on surréagit, à part peut-être Miami, où je rejoins Elias, je trouve qu'on surréagit sur pas tellement d'équipes. Enfin, je trouve vraiment que tout le monde se méfie de ce qui s'est passé dans cette bulle. Je sais pas, enfin, franchement, Utah, limite, tu vois, je serais pas choqué que, si t'as un power ranking, si genre par exemple on devait faire une preview de la saison prochaine, je serais pas surpris que les gens allaient Utah des playoffs. Ce qui est fondamentalement moi, pas... Moi ça me choquerait, tu vois. On sait que Tom il a un petit biais pour Utah, mais ce qui est pas... L'Ouest l'année prochaine, c'est Guantanamo quand même. Enfin, mais tu vois, il y a une différence, encore une fois, on y revient, il y a une différence entre ce que tu as besoin d'avoir en playoff et ce que tu as besoin d'avoir en saison régulière. Peut-être avant de te redonner la parole, Elias, tu nous as présenté, c'est vrai, cette série d'une façon, je peux aussi te la présenter, c'est une équipe qui mène 3-1 contre les Nuggets. Aussi. À 3-1, très bien. Même sans Bogdanovic, tu es pas censé perdre la série. À 3-1 dans une série où, sur la fin, Jamal Murray se transforme en Super Saiyan, mais quand même. Je mettrais presque, tu sais, sur la même ligne il y a des circonstances un petit peu qui diffèrent, mais tu vois, par exemple, nous les Pistons, on était menés 3-1 par le Magic de Tracy McGrady en 2002, et je trouve que même en ayant remonté, on n'avait pas fait un exploit en fait,
pour moi, on se devait de le faire parce que en face, il n'y avait qu'un seul joueur et en fait, la normalité résidait dans le fait d'être mené 3-1, non pas dans le fait de l'avoir remonté. Là, concernant Utah, personnellement, j'étais extrêmement surpris en fait de les voir mener 3-1 parce que déjà leur passage dans la bulle, juste avant, ouais. Voilà, juste c'était avant, avéré mauvais. Sur les matchs avant, ouais. Ils étaient vraiment catastrophiques. Ils se sont pris des branlées de 20-25 points à plusieurs reprises. Et en plus, ils étaient amputés d'un joueur qui ratait pas un shoot de la saison, en la personne de Bogdanovic. Donc, moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça si surprenant que ça de les voir se faire remonter. Autant plus quand on voit la continuité des playoffs de Denver et le niveau atteint par Jokic et par Jamal Murray. En fait, ça permet, on va dire, de faire un petit bond en arrière et non peut-être pas de légitimer le fait de s'être fait remonter 3-1, mais au moins de l'expliquer et d'avoir des circonstances atténuantes. Et puis Rudy Gobert, on en a parlé, je crois que c'est le match 5, je crois, qui se dispute juste avant la mini-grève, et du coup tu as Gary Harris qui revient, et que ça les plombe un peu. Bref, on renvoie, on va pas obliger les gens à réécouter des previews qu'on a fait d'une série du premier tour des playoffs. Je me souviens que globalement, personne dans l'équipe donne Utah gagnant du premier tour. Personne, ça rejoint ce que tu dis, Ilias, on les voit tous sauter. Donc, je pense pas qu'il y a une surréaction du côté de Utah. Je suis curieux de Toronto, moi. Plutôt curieux de Toronto. Alors, Toronto, c'est dans le côté trop positivement. C'est-à-dire que Toronto, t'as l'impression que eux aussi sont en pole position pour Giannis et tout ça. Et moi, je pense que c'est plus une équipe qui est... On a vu ce qu'ils auraient pu faire de mieux, et je pense que la saison prochaine sera bien plus difficile que la saison qui s'est déroulée l'an dernier. On a vu toutes les difficultés qu'a eu Pascal Siakam face à la défense de Boston et globalement dans ces playoffs là. Donc je pense que lui aussi, il y aura peut-être une remise en question sur son statut, enfin notamment dans le DH20, on va en parler de Pascal Siakam. Il y a aussi le fait que voilà, Kyle Lowry soit vieillissant. Il y a aussi Marc Gasol et Serge Ibaka qui seront peut-être pas sous le maillot des Raptors, et Fred VanVleet qui sera peut-être autre part, puisqu'il y a des équipes qui ont de l'argent et certaines équipes peuvent lui proposer de l'argent. Et du coup, si Toronto essaye de faire comme certaines autres équipes à l'Est, tout miser pour essayer d'attirer Giannis Antetokounmpo et du coup garder un maximum de flexibilité salariale, ils risquent de perdre des joueurs, ils pourront peut-être pas se relever sportivement. C'est d'où le côté où je pense qu'on réagit trop positivement sur Toronto. Alors même si ils ont Nick Nurse qui est un coach phénoménal, mais je pense que les joueurs qu'ils ont font partie de la culture de cette équipe-là, et que s'ils en perdent 2 ou 3, ça peut facilement mal tourner pour eux. Donc selon toi, Tom, en gros, si je résume, peut-être que c'est pas une équipe qui est déjà taillée pour faire la chasse à la free agency, et de l'autre côté, en outre, c'est pas une équipe qui devrait aussi croire qu'à un match des finales de conférence sur ce qu'on a vu en playoff. Pour moi, oui. Pour moi, il y a un écart plus grand que ça entre Toronto et Boston. Ilias, est-ce que tu es d'accord avec ça ? C'est vrai qu'on en parlera, Pascal Siakam, c'est un des perdants, malheureusement pour le Pascalou Gang, c'est un des grands perdants de ces playoffs. Ouais, effectivement, ouais, mais moi personnellement, je suis assez d'accord avec vous et je suis pas si surpris que ça de la situation de Toronto. Encore plus quand on voit justement la saison d'un joueur qui a été déterminant à sa venue l'année dernière en cours de saison, en la personne de Marc Gasol. J'avais adoré ce qu'il avait fait l'année dernière, mais là, cette année, j'ai rarement vu quelqu'un décliner aussi rapidement. Ouais, c'est incroyable, il a vraiment subi une chute vertigineuse de niveau, et notamment physique. T'as l'impression qu'il est encore moins mobile qu'avant, et déjà qu'il ne l'était pas énormément, donc voilà, ça commence à être un vrai problème pour lui. Mais voilà, on va dire que entre le fait que, en plus, concernant Siakam, au-delà de son niveau, il y a aussi le fait qu'il est jamais vraiment revenu au niveau qui était le sien en début de saison, où il était vraiment performant, il était vraiment excellent, il s'est blessé, et en fait, il fait partie de ces joueurs qui en fait sont jamais rentrés dans la bulle, et qui en plus
sont tombés en termes de match-up sur ce qu'il y avait de pire le concernant. Disons que se taper la défense de Boston et notamment Jaylen Brown pendant la demi-finale de conf, ça a été un vrai souci pour lui. Et après, de manière un petit peu plus globale, je dirais même que le 4-3 est très très bien payé pour les Raptors, sachant que si Boston avait mieux géré certaines fins de match et si OG Anunoby avait pas mis ce shoot miraculeux, il est possible que... Hayward. Ouais, et en plus, ils ont joué la plupart de la série sans Hayward. Je pense que la série aurait pu durer bien moins longtemps et voir les Celtics accéder au final de conférence avec un petit 4-1 dans les bagages. Je suis globalement d'accord avec ce que vous avez dit, et moi ça me réjouit un petit peu parce que je trouve qu'il y a un truc, c'est ce titre 2019 des Raptors. Il y a un moment où on l'a dit, on a rarement été mesuré sur ce titre. Il y a un moment où c'était c'est grâce à Kawhi, le génie de Kawhi, etc. L'autre, après, on est parti de l'autre extrême c'est juste grâce à ce collectif incroyable. Regardez, ils arrivent toujours à être bons. Et là, on voit peut-être que oui, il y a un juste milieu où c'est Kawhi qui a sublimé ce collectif, qui était un beau collectif, mais que du coup, l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Et moi, ça me fait plutôt plaisir qu'on arrive un peu à la nuance après plus d'un an à discuter de ce titre. On verra nos previews du coup de la reprise. On ne sait pas quand ça va reprendre, mais c'est vrai que les Raptors hâte de voir où on les place dans cette conférence Est où le haut s'annonce très intéressant, mais passer 5-6, ça devient un peu moribond. La première des choses, juste une dernière chose, la première des choses qu'on pourra souligner concernant le futur des Raptors, c'est que on est à peu près sûr que ce sera plus du tout le même effectif, quoi. C'est vrai. Il va y avoir un nombre de mouvements assez important du côté de Toronto. Ça va beaucoup changer et on va voir aussi, je pense, Ujiri va tentative de ramener quelqu'un d'autre, parce que là peut-être que Siakam n'a pas encore la stature pour être option numéro 1 en playoff. Je pense qu'on en a eu la réponse. En parlant de Siakam et de cette petite déception, une de tes questions, Tom, quels joueurs ont perdu ou l'inverse, gagné de l'argent pendant les playoffs? Je vais vous griller la priorité, je vais partir en premier. Un chouchou du podcast, enfin, d'Alan et de Pierre, qu'on salue. On est obligé de citer Jeremy Grant, qui, je pense, lui, a gagné beaucoup d'argent, peut-être trop, parce que j'ai déjà fait une blague, je crois qu'on était déjà tous les trois ensemble. Il va prendre 20 millions en Hawks et les gens vont commencer à remettre en question son statut. Surtout que c'est un joueur qu'il faut quand même remettre ça dans le contexte, en dehors de la période un peu paranormale du côté des Sixers pendant le tanking. Il a joué dans des bonnes équipes, toujours. Enfin, il faut quand même mettre ça en avant. Je pense que c'est un joueur qui a grandement gagné de l'argent, surtout avec la pénurie au poste 3-4, son profil un peu défensif. Il commence à mettre des 3 points de façon de plus en plus constante. Il y a des équipes qui vont se l'arracher pendant cette free agency qui sera un petit peu particulière quand même. Ouais, clairement. Ouais, c'est une certitude. Alors, quel autre nom? Tu veux commencer par quoi du coup? Ceux qui ont perdu, ceux qui ont gagné? Comme tu veux. Celui qui peut-être, les noms qui sont selon toi dans l'un des deux sens, qui ont soit le plus perdu, soit le plus gagné. Jay Crowder et Goran Dragic, ils ont gagné, je pense. J'allais le dire. Jay Crowder, Goran Dragic, ils ont gagné. Et côté de ceux qui ont perdu, je dirais Montrezl Harrell, je dirais Jonathan Isaac, avec sa blessure là, où il sera absent toute la saison prochaine, donc je pense qu'il a pas mal perdu aussi, lui. Ce sont les principaux noms qui me reviennent. Il y en a un autre, mais bon, en fait, il y a deux opposés. T'as des joueurs comme Crowder, en fait, qui vont forcément gagner parce que c'est pas difficile de gagner moins que ce qu'ils gagnaient déjà. Je le disais la semaine dernière, c'est un peu le joueur qui a bénéficié du statut de mec qui avait le bon contrat pendant trop longtemps. Donc, il a plutôt bien joué, plutôt bien performé. Il y avait même un moment dans la série face à Boston où il ratait plus un shoot. Et on sait que on sait que c'est un profil qui va plaire à beaucoup d'équipes. En gros, on sait pertinemment qu'en fait, un Jay Crowder, ça sera utile dans n'importe quel type d'équipe, que ce soit une équipe moribonde, moyenne ou une équipe qui vise le titre. Mais on sait que peu importe où il ira, il sera utile. Et après, tu as un autre joueur en fait, qui lui aussi en fait, a un petit contrat, certes, mais qui en a perdu, même s'il touchera forcément plus d'argent vu qu'il est sous contrat rookie. Mais c'est un joueur comme Kyle Kuzma.
Je pense que il avait démarré la saison comme étant identifié comme le possible joueur qui pouvait compléter le Big Three, composé déjà de Davis et LeBron. Beaucoup en avaient, notamment au sein de la Laker Nation, avaient vu beaucoup de potentiel en ce joueur, mais qui ne reste que, on va dire, que d'un côté du terrain. Mais on sait que Kyle Kuzma, dès l'instant où il met pas dedans, où il n'est pas en phase avec son jeu d'attaque, ça devient un joueur non pas, on va dire, inoffensif, mais quasiment pénalisant. Donc il est à peu près certain qu'il ne touchera pas forcément le chèque qu'il espérait à la fin de son contrat rookie. Ouais, toujours côté Lakers, t'as KCP et Rondo aussi qui ont gagné de l'argent. Hein. Ouais, j'allais dire, Rondo faisait partie de ma liste. Rondo, il a gagné beaucoup d'argent, je pense. Ils vont gagner de l'argent, hein, parce que Rondo, il a quoi? Il a une player option, je crois, à 2,5 millions ou quelque chose comme ça. Je pense il peut aller sur le marché. Hein. Ouais. Tu vois, par exemple, je sais pas si ça se fera parce que, tu me diras, il est passé des Celtics aux Lakers, il vient de gagner un titre dans chacune des deux franchises. Est-ce que les Clippers, voilà, tu vois, les Clippers qui ont besoin de quelqu'un qui mette un peu d'ordre dans leur attaque, parce qu'on a vu qu'ils souffraient de l'absence d'un playmaker, est-ce que les Clippers ne jetteraient pas leur dévolu sur un joueur comme Rondo, sachant qu'ils en ont besoin et qu'il ne sera pas cher. Faut voir s'ils ont les moyens, s'ils préfèrent pas utiliser cet argent-là autre part. Mais oui. Enfin, dans l'idée, oui, pourquoi pas. Hein. Là où je suis à peu près persuadé... Rondo, je pense qu'il sera plus enclin à rester aux Lakers, je pense. Hein. Ouais, après, j'allais y venir aussi. Là où je vois plus un joueur, par contre, KCP, quand bien même celui-ci, va décliner sa player option qui est à 8, je le vois peut-être signer quelque chose de similaire, mais peut-être sur plus longtemps. Plusieurs années, ouais. Essayer de rester sur la base de son contrat, mais pourquoi pas signer, j'en parlais d'ailleurs avec Alan hier, pourquoi pas signer 20 millions sur 3 ans. Ou même si c'est très... Ou un petit peu plus. Ou un petit peu plus. Après, il y a pas cette année, on va être honnête, hein, on sait même pas, on est quand même mi-octobre, la draft c'est dans un peu plus dans un mois environ, on sait toujours pas quand la free agency va commencer. Donc c'est peut-être pas l'année où il faut être free agent, quoi. Donc j'avoue que le Rondo Clippers j'y réfléchis là, ça m'intrigue. À voir si on l'a dit, le front office des Clippers, raison de plus pour légitimer le choix de Tyronn Lue, parce que je reviens sur ça parce que ça m'énerve, c'est que des bons front office qui pensaient à lui. Donc bref, j'avoue que Rondo ça m'intrigue parce qu'il y a clairement un besoin. Il y a des rumeurs comme quoi, selon lesquelles Kawhi aurait dit qu'il y avait besoin d'un meneur. Donc Rondo sur le banc ou parfois en fin de match, ça peut servir. Et puis sinon, deux autres noms auxquels que je viens de penser là. TLC, même si ça fait longtemps que l'équipe était sortie des playoffs, mais TLC qui a montré de bonnes choses. Je me souviens lors du podcast, moi j'avais plus ciblé sur Justin Anderson, mais finalement c'est lui qui a rempli le rôle que j'espérais que je pensais que Justin Anderson allait pouvoir remplir, donc TLC. Et puis j'avais son nom en tête. Moi j'en ai un que tu connais et que tu chéris, Tom. Il y a ce bon vieux Jamichael Green. Ah oui, tu vois, là encore le côté pivot, le côté small ball 5 entre guillemets, quoi, le joueur qui peut jouer pivot et qui est assez mobile pour les extérieurs, ça peut être la pièce manquante. Il a une player option, je crois, à 5 millions. C'est ça. Donc il peut la décliner, et puis sachant que les Clippers n'ont pas les bird rights sur lui, puisque en fait ils ont ils ont renoncé à ces cap hold l'an dernier pour signer Paul George pour signer Kawhi Leonard sur le cap space. Donc du coup ils lui ont proposé que la room exception, et du coup ils ont pas les cap hold. Donc en gros s'il décline, ils peuvent proposer beaucoup plus. Voilà, donc en gros, s'il décline, il est à peu près certain qu'il devrait aller ailleurs. Mais justement, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de gagnant-gagnant à ce que chacun trahisse son Los Angeles actuel? Est-ce que les Lakers avec Jamichael Green et les Clippers avec Rondo seraient pas mieux lotis? Peut-être. Ça se défend. J'avoue que moi je suis obsédé par l'idée Rondo, du coup j'arrête pas d'y penser depuis qu'elle a été mentionnée par Elias. Bien, ça veut dire que j'ai éveillé en toi la curiosité. C'est ça. Après notre combat Giannis to Dallas, on en a un nouveau. À noter,
peut-être pour conclure, moi je pense aussi que j'ai eu du mal à trouver des noms, moi, parce que je pense que beaucoup des bonnes surprises ou des révélations, entre guillemets, de ces playoffs, il y avait beaucoup de jeunes joueurs qui avaient déjà signé leur extension ou alors qui sont toujours dans leur contrat rookie et on sait qu'ils vont signer leur extension. Je pense à des Donovan Mitchell, à des Jamal Murray, à des Jason Tatum, à des Adebayo toujours en contrat rookie, on sait qu'il signera son extension. Il y a beaucoup de ces joueurs-là. Donc du coup, eux, techniquement, ils n'ont pas gagné de l'argent parce que tu sais que c'est soit de l'argent qu'ils ont déjà ou alors qu'ils vont avoir et c'était déjà une certitude. Ouais, c'est quelque chose qu'ils devaient avoir. Par exemple, tu vois, dans l'exemple des joueurs qui peuvent négocier, par exemple, t'as Gary Trent Jr. Gary Trent Jr. qui a fait un beau boulot pour Portland, qui s'est révélé être un peu le 3&D entre guillemets, même s'il est un petit peu petit, mais le joueur qui complète le bas court, Lillard McCollum. Lui, enfin, il y a un dilemme pour Portland, c'est-à-dire que Portland peut lui proposer, vu que il a signé là il est dans sa 2e année, il peut prétendre à une prolongation un peu à la Josh Richardson qui est équivalente au niveau du salaire moyen NBA sur 4 ans. Donc en gros, ça lui ferait environ 51 millions sur 4 ans. Donc il peut choisir de prendre ça maintenant ou d'attendre d'être agent libre en 2021. Donc tu vois, typiquement, lui, c'est quelqu'un qui a vraiment gagné de l'argent puisque sinon, il se retrouverait simplement à peut-être avoir juste 1 an à 1,5 million. Et ben c'est là-dessus, je pense qu'on va finir cet épisode avec une dernière question, mais là je vais vous demander un oui ou non. Pourquoi ? Parce qu'on va parler du play-in et pour la première fois en 2 ans, j'ai sorti un article sur le play-in où j'explique selon moi que ça doit perdurer, mais avec d'autres conditions. Je vous invite à aller sur le site pour le lire en intégralité. Ilias, Tom, est-ce qu'on garde le play-in, oui ou non ? Non. Oui. Eh ben, vous pourrez en discuter avec nous sur Twitter. Ilias, j'arrive pas à respecter je connais les arguments de Tom, j'arrive pas à respecter le timing. En 3 phrases, pourquoi non ? Parce que je suis un gros con de conservateur. D'accord. Et ben comme ça c'est efficace. Si le play-in est mis en place, je le regarderai volontiers et je sais que il y a quelque chose de très très intéressant à ce que ce soit mis en place. Ouais, ça c'est sûr et certain. Totalement, ouais. La Ligue voit déjà... Vous voyez quand Picsou voit les dollars dans ses yeux, je pense que c'est un peu Adam Silver avec ce potentiel play-in. C'est là-dessus, du coup, qu'on va conclure cet épisode du podcast. On est un peu plus reposé, on est un peu moins dans la course à chasser après chaque match de finale pour réagir. On vous invite, si vous êtes, je pense que notre avis, notamment celui de Tom et de moi-même sur Tyronn Lue, ça va un peu à contre-courant, donc peut-être que ça va faire réagir. N'hésitez pas à le faire du coup sur Twitter, notamment où notre concours est toujours en place. Nous, on va prendre notre petite semaine comme d'habitude, et puis on va surtout se préparer parce que il y a forte chance que la semaine prochaine, on parle du fameux DH20, les 20 meilleurs joueurs, et là, je sens déjà l'odeur du sang. Du coup, on vous souhaite une très bonne semaine, et à la semaine prochaine. Salut! Blood is coming. Ciao, ciao. Salut.